Un cœur simple de Gustave Flaubert, de Folio plus Collège. Texte intégral. Conte du XIXe siècle. Chapitre 1. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant 2 enfants très jeunes, avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Gauffose, dont les rentes montaient à 5000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher, un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle, où Madame Aubin se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille, contre le lambris peint au blanc s'alignaient 8 chaises d'acajou, un vieux piano surporté sous un paramètre, un tas de pyramidales, de boîtes et de cartons. 2 bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de Madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de Monsieur, en costume de mascadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait 2 couchettes d'enfants, sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque, entourant de ses 3 côtés un large bureau de poids noir. Les 2 panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'Audran, souvenir d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur la prairie. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Pour le dîner, étant fini la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant. L'astre sans rosaire à la main. Personne ne les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillit du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle et qui durait 20 jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne, fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole, un tablier à bavette comme les infirmières d'hôpital.
Son visage était maigre et sa voix aiguë. À 25 ans, on lui en donnait 40. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge et, toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Chapitre 2. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersaient, un fermier la recueillit. Il l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée par un vol de 30 sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et, comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colleyville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des métriers, les lumières dans les arbres, la bicarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or. Cette masse de monde sautant à la fois, elle se tenait à l'écart modestement, quand un jeune homme d'apparence courjue, qui fumait sa pipe, les deux coudes sur le timon d'un panneau, vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrir de la reconduire. Au bord d'un champ d'ivoine, il la renversa brutalement, eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colleyville pour la ferme des Échos, de sorte que maintenant il se trouvait voisin. Ah, dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. Mais non, je vous jure. Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait, soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient. L'énorme charrette de foin oscillait devant eux. Et les 4 chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente, à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison et l'instinct de l'honneur l'empêchaient de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésita à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme, mais d'un jour à l'autre, on pouvait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit, et parvenue en rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations. Il y apportera dimanche prochain, entre 11h et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux.
À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le voir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Louocé de Toux, ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit tout seul dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir, et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous engage ». Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causait le dehors de la maison et le souvenir de monsieur planant sur tout. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans et l'autre de 4 à peine, lui semblaient formés d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval, et Madame Aubin lui défendait de les baisser à chaque minute, ce qui le mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de baston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à 8 heures bien juste et se retiraient avant les coups de 11. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voix où se mêlaient un hennissement de chevaux, des bêlements d'agneaux, des grognements de cochons, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le sol un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Gauffose. Peu de temps après, c'était les Barthes, le fermier de Toux, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housseaux armés d'aprons. Tous les deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leur astuce et ils s'en allaient pleins de considération pour elle. À des époques indéterminées, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Gramanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule, et qui vivait à Falaise, sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme, jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « Feu mon père », l'habitude l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « J'en avais assez, monsieur de Grémanville, à une autre fois », et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant monsieur Bourrez, ancien avoué, sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingot brun, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de madame, il s'informait avec elle pendant des heures dans le cabinet de monsieur et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature avant la prétention au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages,
coiffé de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bedouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul, donnant l'expression de ses gravures à Félicité, ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main, et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait debout de bonne heure à la ferme de Gauffose. Le cours est en pente, la maison dans le milieu, et la mer au loin apparaît comme une tache grise. Félicité retenait de son cabasse des tranches de viande froide et en déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille, en lambeaux, tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. Mais jouez donc, disait-elle. Ils décampaient. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton de grosse futaille qui résonnait comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuettes, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on se retourna pour les herbages. La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur la sinuosité de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces 4 personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rang devant elle. Ne craignez rien, dit Félicité, et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face. Les autres l'imitaient, mais quand l'herbage suivant fut traversé, un bâglement formidable éleva. C'était un taureau qui cachait le brouillard. Il avançait vers les 2 femmes. Madame Aubin les courit. Non, moins vite. Elles pressaient le pas cependant. Elles attendaient bas derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qui galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à 2 mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Elle baissait le mufle, le secouait des cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'arpage avec ses 2 petits, cherchait éperdue comment franchir la haute borne. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Madame Aubin descendit la fossée, poussant Virginie. Paul ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Sa bave lui rejaillissait à sa figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre 2 barreaux et la grosse tête toute surprise s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut, à la suite de son effroi, une affection nerveuse, et M. Bompard, le docteur, conseilla les bains de mer de Tronville. Dans ce temps-là, il n'était pas fréquenté. Madame Aubin prit des renseignements, consulta Borel, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de l'Ébar. Le lendemain, il amena 2 chevaux
dont l'un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours, et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Madame Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie, et Paul enfourcha l'âne de M. Lechaptois, prêté sous la condition d'en avoir grand sien. La route était si mauvaise que ces 8 kilomètres exagèrent 2 heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements de hanches, ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois, il leur fallut sauter. La jument de l'ébard et de certains endroits s'arrêtait tout à coup. Ils attendaient patiemment qu'elle se remît en marche. Ils parlaient des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu des toux, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit avec un haussement d'épaule: en voilà une, Madame Lehausen, qui, au lieu de prendre un jeune homme, Félicité n'entendit pas le reste. Les chevaux trottaient, l'âne galopait. Tous enfilèrent un sentier, une barrière tournant. 2 garçons parurent, et l'on descendit devant le burin, sur le seuil même de la porte. La même liébarde, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner, où il y avait un aloha, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie. Accompagnement le tout de politesse à madame qui paraissait en meilleure santé, à mademoiselle devenue magnifique, et monsieur Paul singulièrement farci, semblaient leurs grands-parents défunts, quand les Lébards avaient connu, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d'ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles, des daims, des pièges à loups, des forces pour les moutons. Une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre de 3 coups qui n'eût de champignons à sa base, ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent n'avait jeté pas plusieurs, il avait repris par le milieu, et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus forts bourrasques. Cependant, la charreterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait et commanda de harnacher les bêtes. On fit encore une demi-heure avant d'atteindre Tronville. La petite caravane y fit à terre pour passer les écorts. C'était une falaise surplombant des bateaux, et 3 minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'Agneau d'Or, chez la mère David. Virginie, dès le premier jour, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise, en défaut d'un costume, à sa bonne de rhabiller dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires, du côté d'Ondqueville. Le sentier, d'abord monté entre des terrains vallonnés comme la pelouse d'un parc, puis arrivé sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs à labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houes se dressaient, çà et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Donville à gauche, le Havre à droite, et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir.
tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, dressait des joncs. Félicité cerclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuyait, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la Touques en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des codefils, des méduses, et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis, et tombant sur le sable, se déroulaient le long de la crème. Il s'étendit à perte de vue, mais du côté de la terre, avait pour limite les dunes, la sépérante de Méret, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Tronfil, au fond sur la pente en couteau, à chaque pas grandissait, et avec tous ces maisons inégales, semblaient s'épanouir dans des ordres gais. Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames de jalousie. Aucun bruit dans le village, en bas sur le trottoir personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfates tamponnaient des carènes et une brise lourde apportait la senteur du gouffron. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient franchi les balises, elles commençaient à l'avouer. Leur voile descendait en 2/3 des mâts et, la misaine gonflée comme un ballon, elle avançait, glissait dans le clapotement des vagues, jusqu'au milieu du port, où l'ancre tout à coup tombait. Ensuite, le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le portage des poissons palpitants. Une file de charrettes les attendait, et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre des corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles, un jour, aborda Félicité, qui peu de temps après entra dans la chambre toute joyeuse. Elle avait trouvé une sœur, Anastasie Barrett, femme Leroux, à Paris, tenant un nourrisson à sa poitrine, de la main droite un autre enfant. À sa gauche, un petit mousse, les poings sur les hanches et les bérets sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Madame Aubin la congédia. On la rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau. Évidemment, il l'exploitait. Cette faiblesse agaçait Madame Aubin, qui d'ailleurs n'aimait pas les familiarités du neveu, car il tutoyait son fils, et comme Virginie toussait et que la saison était plus bonne, elle revint à Pont-l'Évêque. M. Bourrès l'éclaira sur le choix d'un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé. Il fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Madame Aubin se résigna à l'éloignement de son fils, parce qu'il était indispensable. Virginie songea du moins en moins. Félicité regrettait son tapage, mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, et elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. Chapitre 3. Quand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s'avançait sous la haute nef, entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Madame Aubin, s'asseyait et promenait ses yeux autour d'elle. Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stades de chœur. Le curé se tenait debout près du lutrin, sur un vitrail de l'abside. Le Saint-Esprit dominait la Vierge. Un autre la montrait à genoux devant l'enfant Jésus. Et, derrière la tabernacle, un groupe en bois représentait Saint Michel terrassant le dragon.
Le prêtre fit d'abord abréger de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes toutes en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées, et elle gagna cet éblouissement le respect de Très-Haut et la crainte de colère. Puis elle pleura en écoutant la passion. Pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles, et avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres, sur le fumier d'une étable? Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile, se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiés, et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colons à cause de Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, car elle n'était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit au bord des marécages, son haleine qui pousse la nuée, sa voix qui rend les cloches harmonieuses, et elle demeurait dans une adoration jouissante de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Quand Donne, elle n'y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discourait, les enfants récitaient, elle finissait par s'endormir, et se réveillait tout à coup quand elle faisait et s'en alla claquer leurs sabots sur les dalles. Ce fut de cette manière, à force de l'entendre, qu'elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse, et de lors elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle. À la fête Dieu, elles firent ensemble un reposoir. La première communion la tourmentait d'avance. Elle s'agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants, avec quel semblait tremblement elle aida sa mère à l'habiller. Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. Monsieur Bourret lui cachait un côté du corps, mais juste en face, le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leur voile abaissé formait comme un champ de neige, et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie. La cloche tinta, les têtes se courbèrent, il y en eut un silence. Aux éclats de l'orgue, les chants et la foule étonnèrent l'Agnus Dei, puis le défilé des garçons commença, et après eux, les filles se levèrent, pas à pas, et la main jointe, ils allaient vers l'autel tout illuminé, s'agenouillaient sur la première marche, recevaient l'hostie successivement, et dans le même ordre revenaient à leur prie-Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir, et, avec l'imagination qui donne les vraies tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cet enfant. Sa figure devenait la sienne, sa robe l'habillait, son cœur lui battait dans la poitrine. Au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua de s'évanouir. Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie pour que monsieur le curé lui donnât la communion. Elle la reçut dévotement, mais n'y goûta pas les mêmes délices. Madame Aubin voulait faire de sa fille une personne accomplie, et comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l'anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines des Hauts-Honfleurs. L'enfant n'objecta rien. Félicité soupira, trouvant madame insensible, puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses disparaissaient sans compétence. Enfin, un jour, une vieille tapissière s'arrêta devant la porte. Il y descendit une religieuse qui venait chercher mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l'impériale, fit des recommandations au cocher, lui plaça dans le coffre 6 bols de confiture et une douzaine de poires avec un bouquet de violettes. Virginie, au dernier moment, fut prise d'un grand sanglot.
Elle embrassait sa mère et la baisait au front en répétant « Allons, du courage, du courage !» Le marchepied se releva, la voiture partit. Alors, Madame Aubin eut en défaillance, et le soir, toutes ses amies, le ménage Lormeaux, Madame Lachetois, ces demoiselles Rochefeuille, Monsieur de Ombreville et Borès se présentaient pour la consoler. La privation de sa fille lui fut d'abord très douloureuse, mais 3 fois la semaine, elle en recevait une lettre. Les autres jours, lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon comblait le vide des heures. Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles. À s'ennuyer de n'avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lasser ses bottines, à la porter dans son lit, et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts, trop lourds, cassaient le fil. Elle n'entendait rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot, était minée. Pour se désimber, elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor. Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l'odeur de la campagne il avait traversé. Tout de suite, adressé son couvert, il déjeunait l'un en face de l'autre, et mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu'il finissait par s'endormir. Au premier coup de vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate et se rendait à l'église, appuyée sur son bras dans son orgueil maternel. Ses parents la chargeaient toujours d'en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l'eau de vie, parfois même de l'argent. Il apportait ses nippes à recommander et à accepter ses besognes, heureux d'une occasion qui le forçait à revenir. Au mois d'août, son père l'emmena au Cappadoce. C'était l'époque des vacances. L'arrivée des enfants la consola, mais Paul devenait capricieux et Virginie n'avait plus l'âge d'être tutoyée, ce qui mettait en gêne une barrière entre elles. Victor alla suggestivement à Morlaix, à Dunkerque et à Bridgetown. Au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première ce fut une boîte en coquille, la seconde, une tasse à café, la troisième, un grand bonhomme en pain d'épices. Il embellisait avait la taille bien prise, un peu de moustache, des bons yeux francs et un petit chapeau de cuir placé en arrière comme un pilote. Il l'amusait en lui racontant des histoires mêlées de termes marins. Un lundi, 14 juillet 1819, elle n'oublia pas la date, Victor annonça qu'il était engagé à Lancourt et dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait peut-être 2 ans parti. La perspectivité d'une telle absence désola Félicité, et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir après le dîner de madame, elle chaussa des caloches et avala les 4 lieues qui séparaient Pont-l'Évêque du Honfleur. Quand elle fut devant Calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, revint sur ses pas. Des gens qu'elle accosta l'engagèrent à s'arrêter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres, puis le terrain s'abaissa. Des lumières s'entrecroisaient, et elle se crut folle et apercevant des chevaux dans le ciel. Au bord du quai, d'autres uniquement effrayés par la mer, un palanque qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grains. On entendait chanter des poules, le capitaine jurait, et Amouze restait accoudé sur le boussoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, cria « Victor !» Il leva la tête. Elle s'élança quand on retira l'échelle tout à coup. Le paquebot que des femmes allaient en chantant sortit du port. Sa main brune craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue.
La voile avait tourné, on ne vit plus personne, et sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui s'enfonça et disparut. Félicité, en passant près du calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle chérissait de plus, et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville d'armée de douanières se promenait, et de l'eau tombait sans discontinuer par le trou de l'écluse, avec un bruit de torrent. 2 heures sonnèrent. Le parloir n'ouvrirait pas avant le jour. Un retard bien sûr contraria madame, et, malgré son désir d'embrasser l'autre enfant, elle s'en retourna. Les filles de l'auberge s'éveillaient comme elle entrait au Pont-l'Évêque. Le gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots. Ses précédents voyages ne l'avaient pas effrayé. De l'Angleterre à la Bretagne, en revenait, mais l'Amérique, les colonies, les îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l'autre bout du monde. Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, elle craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête, au sommet d'un mat fracassé, tout le corps en arrière, toute une nappe d'écume au bien. Souvenir de la géographie en estampe. Il était mangé par les sauvages pris dans un bois, par des singes, se mourait le long d'une plage déserte, et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille. Les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l'énervait. Il fallut abandonner le piano. Sa mère exagérait du couvent une correspondance réglée. Un matin, que le facteur n'était pas venu, elle s'impatienta et elle marchait dans la salle de son fauteuil à la fenêtre. C'était vraiment extraordinaire. Depuis 4 jours, pas de nouvelles. Pour qu'elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit: Moi, madame, voici moi que j'en ai reçu. De qui donc? La servante répliqua doucement: Mais de mon neveu. Ah, votre neveu. Et haussant les épaules, madame Aubin reprit sa promenade, ce qui voulait dire: Je n'y pensais pas. Au surplus, je m'en moque. Une mousse, un gueux, belle affaire. Tandis que ma fille, songez donc. Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les 2 enfants avaient une importance égale, un lien de son cours les unissait, et leur destinée devait être la même. Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane. Il avait lu ce renseignement dans une casette. À cause de cigares, elle imaginait la Havane, un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi les nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner par terre? À quelle distance était ce Pont-l'Évêque? Pour le savoir, on interrogea M. Bourret. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes. Il avait un beau sourire de cuisse devant l'ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua dans les découpures d'une tache ovale un point noir, imperceptible, et ajoutant: Voici. Elle se pencha sur la carte. Ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre, et Bourret l'invita à dire ce qu'il en paraissait. Elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourret levait les bras, il éternua si énormément. Une canteur pareille existait sa joie, et Félicité n'en comprenait pas le motif. Elle qui s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée. Ce fut 15 jours après que Libbard, à l'heure du marché, comme d'habitude,
entra dans la cuisine et lui remit une lettre qu'envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse. Madame d'Aubin, qui comptait des mailles sur un tricot, le posa près d'elle dès qu'acheta la lettre, tressaillit, et d'une voix basse, avec un regard profond: C'est un malheur qu'on vous annonce, votre neveu, il est mort. On n'en disait pas davantage. Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête et la glouson, et ferma ses paupières qui devinrent roses tout à coup. Puis le front baissé, les mains pendant, l'œil fixe, elle répétait par intervalles: Pauvre petit gars, pauvre petit gars. Les bardes la considéraient, exhalant de soupirs. Madame d'Ambin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Tronville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Libar jugea convenable de se retirer. Alors elle dit: Cela ne leur fait rien, eux. Sa tête retomba et machinalement elle soulevait de temps en temps les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passaient dans la cour avec un bar d'où dégoulait du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela la salle lessive, ayant coulé la veille, il fallait aujourd'hui la rincer, et elle sortit à l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touche. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'étendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, les vents agitaient la rivière. Au fond, de grands herbes s'y penchaient comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. Elle retenait sa douleur jusqu'au soir, fut très brave, mais dans sa chambre, elle s'y abandonna à plein ventre sur son matelas, le visage dans l'oreiller et les deux poings contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. 4 médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement et le chef avait dit: Bon, encore un. Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir. Il ne fit aucune avance pour oubli ou endurcissement des misérables. Virginie s'affaiblissait. Des oppressions de la toux, une fièvre continuelle, des morts-brus en pommettes décelaient quelque affection profonde. Monsieur Poupin avait conseillé un séjour en province. Madame Bourbin s'y décida, et tout de suite reprit sa fille à la maison. Sans le climat de Pont-l'Évêque, elle fit un arrangement avec un loueur de voiture qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où l'on découvre la Seine. Virginie s'y promenait à son bras. Sur les feuilles de pampre tombaient. Quelquefois, le soleil traversait le nuage, la forçait à cligner des paupières, pendant qu'elle regardait les voiles, au loin et tout l'horizon, depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré une petite fût d'excellent vin de Malgara, et riant à l'idée d'être grise, elle en buvait 2 doigts, pas davantage. Ses forces reparurent, l'automne s'écoula doucement. Félicité rassurait Madame Aubin, mais un soir qu'elle avait été au environ faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de Monsieur Pompin. Il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. Donnez-moi ma chafferette, ma bourse, mes gants, plus vite donc. Virginie avait une fluxion de poitrine. C'était peut-être désespéré, pas encore des médecins. Et tous deux montaient dans la voiture, sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir, il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour allumer un siège, puis elle courut auprès du cabriolet qu'elle rejoignit 1 heure plus tard, sautant légèrement par derrière. Et elle se tenait aux torsades quand une réflexion lui vint. La cour était parfumée, si les voleurs s'introduisaient. Et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur et était rentrée et repartie à la campagne.
Puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence religieuse. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un clat de mort. C'est pour d'autres, pensa-t-elle, et Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînaient, la porte s'entrebâilla et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de compassion, dit qu'elle venait de passer. En même temps, la glace de Saint-Léonard redoublait. Félicité parvint au second étage. Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie, étalée sur le dos, les mains jointes, à la bouche ouverte et la tête en arrière, sur une croix noire, s'inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles, moins pâle que sa figure. Madame Bombin, au pied de la couche qu'elle tenait dans ses bras, posait des hoquets d'agonie. La supérieure était debout, à droite. 3 chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges, et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportaient Madame Aubin. Pendant 2 nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l'eau bénite sur les draps, revenait s'asseoir et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres pleuraient, le nez se pinçait, les yeux s'enfonçaient. Elle les baissa plusieurs fois et ne pas éprouver un immense étonnement si Virginie les yeux rouverts. Pour de pareilles âmes, le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l'enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche, dont elle glissa la moitié de sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Le corps fut ramené à Pont-l'Évêque, suivant les intentions de Madame Aubin, qui suivait les corbillards dans une voiture fermée. Après la messe, il fallut encore 3/4 d'heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. Monsieur Bourret était derrière. Ensuite, les principaux habitants. Les femmes, couvertes de mantes noires et félicitées. Elle songeait à son neveu, n'ayant pu lui rendre cet honneur, avait un surcroît de tristesse, comme s'il le enterrait avec l'autre. Le désespoir de Madame Bain fut illimité. D'abord, elle se révolta contre Dieu, la trouvant injuste de lui avoir pris sa fille, elle qui n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure. Mais non, elle aurait dû l'emporter. Dans le midi, d'autres docteurs l'auraient sauvée. Elle secouait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un surtout l'obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d'un long voyage et lui disait en pleurant qu'il avait reçu l'ordre d'emmener Virginie. Alors il se concertait pour découvrir une cachette quelque part. Une fois elle rentra du jardin bouleversée, tout à l'heure, elle montrait l'endroit. Le père et la fille lui étaient apparus l'un après de l'autre. Il ne faisait rien, il la regardait. Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité la surmenait doucement. Il fallait se conserver pour son fils et pour l'autre en souvenir d'elle. Elle reprenait Madame Aubin comme se réveillant. Ah oui, oui, vous ne l'oubliez pas. Illusion au cimetière, qu'on lui avait scrupuleusement défendue, Félicité tous les jours s'y rendait. À 4 heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière et écrivait devant la tombe de Virginie. C'était une petite colonne de marbre rose avec une dalle dans la base et des chaînes autour enfermant un jardinier. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait les feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Madame Aubin, quant à elle, put y venir en éprouvant un soulagement, une espèce de consolation. Puis des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans autre épisode que le retour des grandes fêtes, Pâques, l'Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date, mais on se rapportait plus tard. Ainsi, en 1825, 2 vitriers badigeonnaient
le vestibule. En 1827, un morceau du toit tombé dans la cour faillit tuer un homme. L'été de 1828, ce fut à madame d'offrir le pain béni. Bourré vers cette époque s'absenta mystérieusement. Les anciennes connaissances peu à peu s'en allèrent. Guyaud, les Barbes, madame Lachaptois, Robelin, Longremanville, paralysés depuis longtemps. Une nuit, le conducteur de la malle-poste annonça dans Pont-l'Évêque la révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé, le baron de Larzonnier, ex-consul en Amérique, qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur, avec 3 demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes. Elles possédaient un nègre et un perroquet. Madame Bobin eut leur visite et se moqua pas de leur rendre. De plus loin qu'elle paraissait, Félicité accourait pour la prévenir. Puis une chose était seule capable de l'émouvoir, les lettres de son fils. Elle ne pouvait suivre aucune carrière, étant absorbée dans les estaminettes. Elle lui payait ses dettes, elle lui faisait d'autres et soupirs que posait madame Aubin, en tricotant près de la fenêtre, arrivait à Félicité qui tournait sa rouette dans la cuisine. Elles se promenaient ensemble le long de l'espalier et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion ce qu'elle eût dit probablement. Toutes ces petites affaires occupaient un placard dans la chambre de lit. Madame Aubin les inspectait le moins souvent possible. Un jour d'été, elle se résigna et des papillons s'envolèrent de l'armoire. Ses robes étaient en ligne. Sous une planche, il y avait 3 poupées, les cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elle retirait également les jupons, les bas, les mouchoirs et les étendirent sur les 2 couches, avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches et les plis formés par les mouvements du corps. L'air était chaud et bleu, un mer gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elle retrouvait un petit chapeau de peluche, un long poil couleur marron, mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l'une sur l'autre, s'emplirent de larmes. Enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante y jeta, et elles s'entraînirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait. C'était la première fois de leur vie. Madame Aubin, n'étant pas d'une nature expansive, Félicité lui en fut reconnaissante comme d'un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. Quand elle entendait dans la rue les tambours d'un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre et offrait à boire aux soldats. Elle soigna les colériques, elle protégeait les Polonais, et même s'il y en a un qui déclarait la vouloir épouser, mais il se fâchait, car un matin, en rentrant de l'Ingélu, elle le trouva dans sa cuisine, où il s'était introduit, à commander une vinaigrette qu'il mangeait tranquillement. Après les Polonais, ce fut le père Golmich, un veillard passant pour avoir fait des heures en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d'une porcherie. Les gamins le regardaient par la fente du mur et lui jetaient des cailloux qui tombaient sur son grabat, où il gisait continuellement secoué par une catarrhe. Avec des cheveux très longs. Les paupières enflammées, ayant en bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait de l'établir dans le fourneau sans qu'il gênât madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pensa tous les jours, lui apporter de la galette,
le plaça au soleil sur une botte de paille, et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre, allongeait les mains dès qu'il la voyait s'éloigner. Il mourut. Elle fit dire une messe pour le repos de son âme. Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur. Au moment du dîner, le nègre de madame Lassonnière se présenta, tenant le perroquet en sa cage, avec le bâton, la chaîne et la cadenasse. Un billet de la baronne annonçait à madame Aubin que son mari étant élevé à une préfecture, il partait le soir, et elle le priait d'accepter cet oiseau comme un souvenir et un témoignage de ses respects. Il a occupé depuis longtemps l'imagination de Félicité, car il venait d'Amérique. À ces mots lui rappelait Victor, si bien que sans informer auprès du nègre, une fois même elle avait dit, c'est madame qui serait heureuse de la voir. Le nègre avait redit les propos de sa maîtresse, qui, ne pouvant l'emmener, s'en débarrasser de cette façon. Chapitre 4. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arracher les plumes, éparpiller ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit dans l'instruire, bientôt il répéta, charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondait pas au nom de Jacotte, puisque tous les perroquets s'appelaient Jacotte. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il recherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, monsieur de Ampeville et de nouveaux habitués, offrant l'apothicaire, monsieur Varmin et le capitaine Mathieu, faisaient leur partie de cartes et cognaient les vitres avec ses ailes, et se demenaient si férocement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à la fenêtre, riaient aussi, et, pour n'être pas vu du perroquet, M. Bourret se calait le long du mur en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière puis entrait par la porte du jardin. Et le regard qu'il envoyait à l'oiseau manquait de tendresse. Loulou, qui avait reçu du garçon boucher une chiquenotte, s'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille, et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabius menaçait de lui tordre le col, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de son bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt de penchant pour le perroquet, jusqu'au vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine, sa chaînette fut retirée, et il circulait dans la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches, la courbe de son bec, levait la patte droite puis la gauche, et elle avait peur qu'une taille gymnastique lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur. Comme on eut les poules quelquefois, elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois, que madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en happa le virole. Enfin, il se perdit. Elle avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute, et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits.
sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque et elle arrêtait les passants. « Vous n'aurez pas vu quelquefois par hasard mon perroquet ?» Et ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière le moulin, en bas de la côte, une chose verte qui voltigeait, mais en haut de la côte, rien. Une porte-balle lui affirmait qu'il l'avait rencontrée tout à l'heure à Saint-Mélène, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle entra épuisée, les savates de l'amour, la mort dans l'âme. Elle assit au milieu du banc, près de madame. Elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou, que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Il eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Par chute d'un refroidissement, il lui vint une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. 3 ans plus tard, elle était sourde. Et elle parlait très haute même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins de Dios, mais le curé jugea convenable de ne plus concevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame », en cherchant quelque chose autour d'elle. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore et le carillon de cloche, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tourne-broche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face, et au coup de sonnette imitait Madame Aubin. C'était la porte. Il avait des dialogues, lui débitant la satiété, les 3 phrases de son répertoire, et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais en son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque son fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu, et, comme il penchait son front en branlant la tête, à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Quand des nuages s'émoncelaient et que les tonnerres grondaient, il poussait des cris, se rappelant peut-être des ontés de ses forêts natales. Le ruissellement de l'eau qui crachait la gouttière excitait son délire, et voltait perdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin, mais revenait vite sur un des chenets, et sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin du terrible hiver de 1837, qu'elle avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas, et les ongles dans les fils du fer. Une congestion l'avait tuée, sans doute. Elle crut un empoisonnement par le persil, et malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portaient sur Fabu. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, faites-le empailler !» Elle demanda conseil au pharmacien qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit à Havre, un certain Falocher se chargea de cette besogne, mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Les pommiers sans feuilles se succèdent au bord de la route. De la glace couvrait les fossés. Les chiens aboyaient autour des fermes. Les mains sous son mantelet avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait protestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa les hauts chênes, atteignit Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et apporté par la descente, une malle-poste en grand galop se précipitait comme une trompe. En voyant cette femme qui ne dirigeait
pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote. Le postillon criait aussi pendant que ces 4 chevaux qu'il ne pouvait retenir accéléraient leur train. Les 2 premiers se frôlaient d'une secousse de ses guides et les jeta dans le dépôt, mais Furieux releva le bras et à pleine volée avec son grand fouet le cingla du ventre en chignon, un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Elle sentit son brûlure à la joue droite. Ses mains y portaient étaient rouges, le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux et tamponnait le visage avec son mouchoir. Puis elle mangea une croûte de pain, mis dans son panier par précaution, et se consola de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ockmanville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit, comme une quantité d'étoiles. La mer plus loin, c'était confusément. Alors, une faiblesse l'arrêta. À la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme le flot d'une marée revint à la fois, et, lui montant à la gorge, l'étouffait. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau, et sans dire ce qu'elle a envoyé, lui fit des recommandations. Felaché garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de 6 mois, il annonça le départ d'une caisse. Il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais le loup ne reviendrait. Ils me l'auront volé, pensait-elle. Enfin il arriva, splendide, droit sur une branche d'arbre qui se visait sur un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique, en mordant une noix que l'empailleur, par amour de grandiose, avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre, cet endroit où elle admettait peu de monde, avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênée pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre, surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit du sangle supportait un peu de l'eau, 2 pieds de peigne et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre le mur des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges et bénessiers, une noix de coco sur la commode couverte d'un drap, comme un rituel, la boîte en coquillage que lui avait donnée Victor, puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampe, une paire de bottines et un clou du miroir accroché sur ses rubans. Dans le petit chapeau de peluche, Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une de ses redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Ardois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur pleine de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la fête Dieu la ranimaient. Elle allait quitter chez les voisines les champeaux et les paillassons, afin d'embellir le rabat-joie que l'on dressait dans les rues. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelquefois quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui paraît encore plus manifeste sur une image d'Épinal, représentant le baptême de notre Seigneur, avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude. C'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendait à la place du comte d'Ardois, de sorte que, du même coup d'œil,
Elle les voyait ensemble. Et sincère dans sa pensée, le perroquet se trouvait sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque cette bête-là, non pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité pria en regardant l'image, mais de temps en autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans la demoiselle de la Vierge. Madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit, le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voix, l'enregistrement. Il montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille, en lui promettant sa protection. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Elle dénigra les usages de Paul Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourrez, en bas de Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent de sa probabilité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la querelle de ses noirceurs. Détournement, tarérage, vente de bois dissimulé, fausse quittance, etc. De plus, il avait un enfant naturel et de relation avec une personne de d'Azoulay. Cette turbitude l'affligea beaucoup. Au mois de mars 1858, elle fut prise d'une douleur dans la poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée. Les sangs ne calmèrent pas l'oppression. Et le 9e soir, elle expira, ayant juste 72 ans. On la croyait moins veille, à cause de ses cheveux bruns, dont le bandeau entourait la figure pleine, marquée et petite vérole. Peu d'amis la regrettaient, ses façons étaient d'une hauteur qu'il éloignait. Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que madame mourut avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. 10 jours après, le temps d'accourir à Besançon, les héritiers survinrent. Le brut fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis regardait l'enregistrement. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferesse, les 8 chaises étaient partis. La place des gravures se dessinait en carré jaune au milieu des cloisons. Il avait emporté les 2 couchettes avec leur matelas et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre Loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, il implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillées devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant dans la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettrait en extase. Elle avait une rente de 380 francs légués par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes et quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère, afin d'éviter la boutique du brocanteur, où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe, et ses forces diminuent. La mère Simone, grouillée dans l'épicerie, venait tous les matins fondre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent, les persiennes n'ouvraient plus, bien des années se passaient, et la maison ne se louait pas et ne se vendait pas.
Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient pendant tout un hiver. Son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors la mère Simone recourt à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre un seul mot lui parvint, pneumonie. Elle lui était connue et elle répliqua doucement, ah, comme madame. Trouva naturel de suivre sa maîtresse. Le moment du reposoir approchait. Le premier était toujours en bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin. Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu émettre quelque chose, alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines, mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter quand elle serait morte, le loup sa seule richesse. Du matin au samedi, veille de la fête d'Œil, elle toussa fréquemment. Le soir, son visage était crispé, ses lèvres se collaient et ses gencives. Le vomissement apparut. Le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre. 3 bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême action, qu'elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Elle arriva aux toilettes du dimanche, mal à son aise dans cette atmosphère du cume. Pardonnez-moi, dit-elle, avec un effort pour étendre les bois. Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. Qui signifiait le potin pareil, l'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui. Et elle s'indignait à les faire d'une tapage. Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. Félicité de temps en autre parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'en allèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit le loulou et l'approchant de Félicité, allons, dites-lui adieu. Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, les toupes lui sortaient du ventre, mais aveugle et présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le mettre dans le reposoir. Chapitre 5. Les herbages envoyaient l'odeur de l'été, les mouches bourdonnaient, le soleil faisait luire la rivière, chauffer les ardoises. La mère Simone, revenue dans la chambre, s'endormait doucement. Des coups de cloche la réveillèrent, on sortait des vêpres, le délire de Félicité tomba. On changea la procession, elle la voyait comme si elle le suivît. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur le trottoir, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le béto avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles, 3 des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l'air des pétales de rose. Le diacre le plus écarté modérait la musique, et 2 ascenseurs se reconnaissaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement. Que portrait sointé de velours, pinceau tenu par 4 fabriciens, monsieur le curé de sa belle chaussure, un flot du monde de poussière derrière entre. Les nappes blanches couvraient le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simone l'impogeait avec un linge en se disant qu'un jour il lui faudrait passer par là. Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort s'éloigner. Une fusillade ébranlant le carreau, c'étaient les postillons saillant l'ostensoir. Félicité roula ses prunelles, et elle dit le moins bas qu'elle put. Est-il bien, tourmenté du perroquet? Sa agonie commença. Un râle de plus en plus précipité lui soulevait les côtes des bouillons d'écume venaient au coin de sa bouche et tout son corps tremblait. Bientôt, on distingua le ronflement des ophiclèdes, les voix claires des enfants,
la voix profonde des hommes. Tout se taisait pour intervalles et le battement des pas que des fleurs aromatisées faisait le bruit d'un troupeau sur des gazons. Le clergé parut dans la cour. La Simone grimpa sur une chaise pour éteindre l'œil du bœuf et de cette manière dominer le reposoir. Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu d'un petit cadre enfermant des reliques d'eau rangées dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine d'où s'élançaient des tournesols, des lits, des pivoins, des digitables, des touffes d'hortensia. Ce manceau de couleurs éclatantes descendait obliquement du premier étage jusqu'au tapis, se continuant sur les pavés, et des choses rares tiraient les yeux, un sucrier de vermeil, avec une couronne de violettes, des pendeloques en pierre d'alençon brillaient sur la mousse deux écrans chinois montraient leur paysage. Le loup, caché sous les roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillaient, il se fit un grand silence. Il a un encensoir allant en pleine volée glissait sur leur chenette. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en les humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements du cœur se ralentirent un à un, puis, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans le ciel entrouvert un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Fin.